Bonjour, comment allez-vous? Joseph Westman, oui. Et alors, après la rafle, je dis, je ne vais pas vous raconter ça sur le coin du trottoir. Et puis mes amis qui ne connaissaient pas mon histoire ou qui la connaissaient mal me disaient, mais tu ne nous as jamais rien dit, alors après quoi? Donc il s'est avéré qu'il fallait écrire un après. Et un jour, Michel Lafon m'a envoyé une de ses collaboratrices et on a écrit le livre. On a écrit le livre parce que beaucoup de gens voulaient savoir, ces enfants qui s'évadent en août 42, la libération c'est le 8 mai 45, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il fallait que je le dise. Et là, je ne peux pas vous réciter, vous voyez, mais je comprends que l'ayant lu, vous avez des interrogations, et c'est ça qui est intéressant. Comme les élèves, lorsqu'ils ont vu le film, il y a des points qu'ils voudraient qu'on éclaircisse. Ils ont entendu le fait, mais il faudrait développer. Voilà. La première année de votre retour, Oui. qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, après mon évasion, je suis arrivé à Paris. Je suis allé retrouver un copain, papa, qui tenait un petit bistrot, hôtel-restaurant, où il allait faire sa belote tous les soirs. Et quand il m'a vu arriver, il savait qu'on avait été arrêté. Il a été très surpris. Je lui ai dit, ben voilà, je vous résume, hein, je me suis évadé du camp avec un autre copain. Et j'atterris chez vous. Il m'a offert une bonne soupe, ce qui était la bienvenue. Et il m'a dit, moi je ne peux pas te garder parce que j'ai un hôtel et la police vient tous les jours, comme c'est la coutume, vérifier les listes parce que les gens qui vont à l'hôtel, il faut qu'ils remplissent une fiche. Alors il dit, ça ne va pas être bon pour toi. Et il m'a conduit chez une de ses amies qui habitait à Montmartre. Moi, vous savez, je suis de Montmartre, vous le savez. Elle habitait juste au-dessus du Sacré-Cœur. Et cette dame m'a gardé quelques jours et elle m'a conduit dans un orphelinat qui était en bas du Sacré-Cœur, qui s'appelait l'orphelinat Lamarck, qui était rue Lamarck. Et donc c'est la première année. Je passe mon temps entre l'orphelinat de Lamarck, des familles qui viennent chercher un enfant de temps en temps, pour un mois, pour une semaine, pour une soirée, pour un dîner, pour une séance de cinéma, et l'orphelinat de Rothschild. Donc famille et orphelinat, voilà comment se déroule ma première année. Les orphelinats, vous savez, étaient des souricières. Ils étaient sous l'autorité de Vichy et gérés par ce qu'on appelait l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France. Et, bien entendu, là où il y a un orphelinat, il y a toujours un parent qui veut venir voir le gosse, un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, un neveu, une nièce, n'importe. Et de temps en temps, la police arrivait et raflait ces gens qui étaient des gens cachés. Puisque tous les juifs devaient être arrêtés pendant la guerre, forcément ceux qui venaient là, et ils embarquaient les gens, les visiteurs qui étaient venus voir les enfants. Et quand ils rentraient, et systématiquement, à chaque fois qu'ils sont venus plusieurs fois pendant mon séjour, ils recherchaient les deux Joseph. Car il était intolérable pour le gouvernement de Vichy que de Morveux aient réussi à passer au travers de mailles serrées. Où sont les deux Joseph? Alors l'autre Joseph, lui, quand on est arrivé à Paris, il est parti chez sa tante dans le 20e. Moi, je me suis dirigé vers le 18e. Et je suis passé à travers, je crois que 2 fois ils sont venus, j'étais pas là. Une 3e fois, je me rappelle, j'avais madame, je ne sais plus comment elle s'appelait, de la rue Saint-Rustique, celle où m'avait conduit mon ami, était venue me rendre visite. On descendait les marches et on a vu le panier à salade qui était arrêté, était devant l'orphelinat. On est remonté. Et je suis revenu le lendemain. Et là, le directeur m'a dit, je ne peux plus te garder, je veux plus et je ne peux plus. Parce que ça fait 3 fois qu'ils viennent et je sens qu'à la 4e, ils vont t'arrêter. Donc, tu vas partir, tu vas quitter Paris. Je vais t'envoyer avec une certaine Madame Clément et 2 fillettes de mon âge qui s'appelaient respectivement et qui étaient 2 sœurs, Judith et Léa Cohen, et on va vous envoyer à la campagne. Il faut que tu quittes Paris, je ne veux plus te garder. Et donc, cette dame est venue nous chercher, on a pris le train à Montparnasse, et en 1963, donc 1 an après, j'ai atterri, vous connaissez la Sarthe, dans un village qui s'appelle Pont-de-Gênes, qui n'existe plus maintenant, puisqu'il a fusionné avec Montfort-le-Rotrou pour devenir Montfort-le-Génois.
personne ne sait trop rien. Oui. Je suis recueilli, hébergé par une lavandière, très simple. Je vis discrètement, je vais à l'école quand même, mais personne apparemment ne sait qu'on est juif, bien que les petites avaient gardé leur nom Cohen et moi Westman. On avait seulement changé les prénoms. Et on a passé notre temps, enfant caché, donc jusqu'à la libération, en 1944. Donc on a passé un an, à peu près, ou un an et demi, à Pont-de-Gênes. Ensuite, à la libération, l'OSE, c'est l'organisation de secours aux enfants, avait les listes de tous les enfants cachés. La ville du Mans a ouvert un orphelinat au château de Méoncourt, rue de l'Éventail, où sont actuellement le CRS, vous voyez où c'est. Et ils ont nommé un directeur, ils sont venus, avec leur liste, ramasser tous les enfants qui étaient cachés dans la Sarthe et les pays limitrophes. Et nous étions à cet orphelinat de Méoncourt, environ 150 enfants, où je suis resté à peu près un an. Et une famille du Mans, une famille juive du Mans, voulait adopter un enfant. Ils sont venus au château de Méoncourt. Le sort tomba sur moi. Ils m'ont recueilli. Et je n'ai jamais quitté le Mans. C'était des gens qui avaient un magasin de meubles. Pourquoi j'ai travaillé dans les meubles. 43 ans de bons et loyaux services. Service du meuble et de la patrie. Est-ce que vous avez une phrase qui vous a permis de tenir? Une phrase, non, j'avais... moi, si vous voulez, ma ligne de vie, ma ligne de direction, je vais retrouver mes parents et je vais repartir avec eux. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu, quand ils ont voulu m'adopter, j'ai dit non. Parce que si vous m'adoptez, vous changerez je vais changer de nom. Ils ne vont pas me retrouver. Donc, vous me recueillez, mais vous ne m'adoptez pas. Parce que j'étais sûr que mes parents viendraient. La guerre était finie, il n'y a pas de raison qu'ils ne reviennent pas. Vous avez su quand ça? Ils ne reviendront pas. Qu'ils ne reviendraient pas? Oui. Oh là là, je l'ai plus ou moins su, mais je n'ai pas voulu le savoir parce que j'étais persuadé qu'un homme comme mon père, qui avait toutes les qualités, qui parlait couramment le polonais, le russe, le yiddish, l'allemand et l'anglais, lui s'en sortirait. Tous les autres peut-être seraient embêtés, mais pas lui. Et après mon service militaire, que j'ai effectué, mais je n'étais pas obligé de le faire, puisque j'étais pupille de la nation, mais j'ai voulu le faire, j'ai compris qu'il fallait abandonner tout espoir. C'était donc ça. Je suis rentré du service militaire en 1953, donc 1953-1954, ça a été... Il a fallu accepter que c'était fini. À partir de quel moment vous êtes senti libre? Ah, je pense que c'est à partir du moment où ces gens m'ont recueilli. Je ne peux pas dire que je me suis senti libre, mais j'ai compris que j'étais sorti du tunnel. J'étais dans un long tunnel noir, où on ne voyait pas, vous savez, de la pièce de 1 centime au bout, mais petit à petit, je m'en suis rapproché, et quand ces gens m'ont recueilli, j'étais de l'autre côté du tunnel. Ce sont des gens qui m'ont donné de l'amour, ce dont j'avais le plus besoin, de l'attention, et je suis devenu quelqu'un comme les autres. Parce que, à partir du 16 juillet 1942, jusqu'à ce que je sorte de Méoncourt, on n'était pas comme les autres. On avait été arrêtés, on était juifs, on avait le droit que de mourir ou de souffrir, de porter l'étoile. On n'était pas comme les autres. À partir du moment où j'étais ici, ça a été fini. Disons que, vous savez, c'est comme dans un livre, un chapitre était terminé, commençait un autre chapitre. Par exemple, la première année que vous êtes arrivé en Sarthe, vous voyez les gendarmes? Oui. Vous n'avez jamais eu l'appréhension Je faisais en sorte qu'ils ne me voient pas. Le gendarme était pour moi l'être le plus, attends que je fasse attention à ce que je vais dire, le plus dangereux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la vie en général? La vie est chère. Ceci étant, elle est difficile dans bien des domaines. D'abord, je supporte très mal ce qui se passe en Ukraine. Je le vis personnellement, non pas que j'ai pour les Ukrainiens
une affection particulière, mais je ne supporte pas de voir ces gens qui sont comme nous en débâcle, que j'ai connus en 40 sur les routes. L'idée de savoir que tous les jours, il y a de nouvelles veuves, de nouveaux orphelins, des mères qui perdent leurs fils, ça m'est insupportable. Les bombardements et l'entêtement d'un espèce d'orgueilleux, vaniteux, qui dérègle actuellement le fonctionnement de notre humanité, ça m'est très difficile à vivre. Je souffre de toutes ces guerres qu'il y a actuellement en Syrie. On n'en parle plus, mais il y a la guerre tous les jours. Avec combien d'orphelins? Avec, dans un petit pays, 2 millions de personnes réfugiées dans des conditions que je connais, dans des camps qui sont en Jordanie, qui sont au Liban. Ils vivent sous toile. Ils n'ont pas les enfants ne sont pas scolarisés, pas médicalisés. Ils vivent dans des conditions épouvantables. Et puis, il n'y a pas que là. On entend tous les jours, et là, on vient d'entendre un conflit entre l'Arménie et le Azerbaïdjan. C'est tous les jours qu'il y a quelque chose. Alors, c'est très douloureux. C'est très douloureux d'entendre que, par exemple, en France, beaucoup de gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et quand je dis en France, je peux dire aussi bien en Tunisie ou en Hongrie ou en Pologne. Une partie de l'humanité vit dans des conditions matérielles inacceptables. Et je trouve qu'en ce moment, tout est en train de se dégrader. Un petit détail de rien du tout, regardez actuellement les difficultés des Parisiens à s'approvisionner en carburant. Il faut faire la queue pendant 1 heure pour recevoir 20 litres d'essence parce que le pompiste veut qu'il y en ait pour tout le monde. C'est pas normal, ça. C'est pas normal qu'il y ait des gens que je connais qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Alors, ou ils font des restrictions alimentaires, ils changent leur mode de vie, parce qu'ils ne peuvent pas joindre les deux bouts. S'il vous manque à la fin du mois 100 ou 200 euros, c'est difficile. Or, ces 100 ou 200 euros, c'est à la suite de l'augmentation du coût de la vie, vous l'avez vu, vous le savez, où avant, ils y arrivaient, maintenant les salaires n'ont pas suivi, ils n'y arrivent plus. Et on va tricher sur la qualité de la nourriture qu'on va donner aux enfants. Il va bien falloir faire des restrictions, puisqu'on ne peut pas y arriver. Alors, sous ça, voilà les sentiments que j'ai dans la période que nous traversons. Qu'est-ce que vous pensez de votre vie? Moi, ma vie, je suis quelqu'un de 91 ans, je vis en retraite, j'ai une compagne qui me rend la vie agréable, j'ai ma fille qui habite à côté avec ses 2 enfants, j'ai un fils qui habite dans la région parisienne avec ses 2 enfants, j'ai une autre fille qui habite généralement en Belgique avec ses 2 enfants. Je suis, sur le plan matériel, je manque de rien. J'ai travaillé, je suis constitué une retraite, je vis de ma retraite, c'est bien. On ne peut pas être heureux quand on sait qu'au moment où je vous parle, il y a des bombes qui tombent sur les villes d'Ukraine. Mais ça se passerait je sais pas moi, en Italie ou en Belgique ou en Finlande, ça me ferait le même effet. C'est pas supportable. Nous faisons partie de l'humanité. On a eu du mal à le comprendre, on ne l'a pas encore bien ingéré, mais le nationalisme, c'est terminé. Quand un pays reçoit ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est le monde entier qui est touché. Quand on a assassiné 6 millions de juifs parce qu'ils étaient juifs, dont 1 million d'enfants, c'est toute l'humanité qui est responsable et qui est touchée et qui ne s'en remettra jamais. C'est anormal. Moi, ce qui me révolte, c'est qu'il y a un organisme qui s'appelle l'ONU, je crois. Vous savez, De Gaulle avait dit le grand machin. Il avait raison. À quoi ils servent? Ils n'ont pas arrêté la guerre en Syrie. Qu'est-ce qu'ils font sur l'Ukraine pour arrêter? L'ONU, c'est le rassemblement de pays du monde entier. Et un pays comme celui-là, qui est en train de commettre des crimes contre l'humanité, ce qu'on fait est inefficace. C'est comme quand on lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est totalement inefficace. On s'y prend à l'envers. Vous me traitez de sale juif, je vous fais un procès. Vous allez le perdre. Ça va vous coûter de l'argent, peut-être un mois de prison avec sursis. Vous serez moins antisémite après? Non, vous serez encore plus. Donc la méthode qu'on utilise est mauvaise.
Moi, je pars de ce principe que l'enfant qui vient au monde, il est noir, blanc, jaune, marron, rouge, il n'est pas rouge, il n'est pas antisémite. Pourquoi il est devenu? Parce que vous lui avez enseigné l'antisémitisme. Vous, elle, moi, puisqu'il ne l'était pas quand il est né et qu'il l'est devenu, c'est qu'on lui a enseigné. Donc on s'y prend mal. Et dans ce que je viens d'évoquer, à propos des difficultés qu'il y a actuellement proches de chez nous, puisque c'est quand même l'Europe, on ne fait rien. Oh, quoi? On va leur envoyer des canons pour les aider? On va prendre des mesures ridicules, mais ça ne marche pas. La preuve, c'est que les bombardements continuent tous les jours et que Poutine demeure inflexible et pense à utiliser les moyens atomiques. Il y a des gens qui protestent, qui sont rapidement tabassés, mis en prison, puisque l'opposition n'existe pas. Mais à quoi sert l'ONU? Qui nous coûte une fortune, parce que c'est vous qui payez l'ONU. C'est vous aussi. Tu vois? À quoi ça sert? Rien du tout. À des gens qui paradent, à des gens qui font des belles phrases, des belles paroles. Mais où est l'efficacité? Et vous, mademoiselle? Est-ce que quand vous avez commencé à travailler ici, les personnes savaient qui vous étiez? Non, je ne pense pas. Puis c'est quelque chose dont je ne me suis pas occupé. À partir du moment où j'ai commencé à travailler, le couple qui m'avait reçu, monsieur et madame Margel, le monsieur est mort le 17 mai 51. Moi, j'ai été appelé, donc j'ai fait mon service militaire 51 jusqu'à 53. J'étais entièrement imbriqué, entièrement immergé dans ce que je faisais. Je ne regardais ni à droite, ni à gauche, ni devant. J'avais une mission à remplir, j'étais que là-dedans. Nous avions une situation difficile. Ce couple avait un magasin de meubles qui était en liquidation judiciaire, parce qu'ils avaient déposé le bilan. Le tribunal de commerce leur avait donné un concordat de 5 ans, avec donc des paiements à faire régulièrement tous les mois. S'ils rataient un seul paiement, on leur fermait la boutique définitivement. L'objectif, il était là, il fallait se sortir. Je n'étais que là-dedans. Je ne sais pas si les gens savaient que j'étais juif, si mes parents étaient morts, si j'étais... Rien du tout. Vos enfants, ils vous ont jamais réclamé leurs grands-parents? Bien sûr que si. Et ça a été un gros problème pour moi. Parce que je ne voulais pas leur raconter tout ça. D'abord, ça les aurait fait pleurer. Ça aurait été triste pour eux. Comment ça se fait qu'ils n'avaient pas de grands-parents? Comment ça se fait qu'ils n'avaient pas d'oncle ni de tante? Comment ça se fait qu'on n'allait pas au cimetière, nous, le jour de la Toussaint, alors que tous les copains de l'école, ils allaient au cimetière? J'avais pour objectif de ne pas les rendre anti-allemands. Parce que moi, je crois en l'Europe. Et je suis persuadé que les deux principaux antagonistes sont la France et l'Allemagne. L'Angleterre était aussi, mais elle s'est retirée. Donc c'était les 3 pays. Et si j'avais tout raconté, même si, sans insister sur l'horreur, mais il a bien fallu en parler quand même. Il aurait fallu parler de Auschwitz, du Veldi, du Bond de la Hollande, etc. Je me suis dit, je vais en faire des anti-allemands. Et si je veux une Europe forte, surtout pour leur génération et ceux qui vont venir. On ne peut plus vivre maintenant d'une manière nationaliste, c'est terminé ça. L'Europe est une force considérable, il faut qu'il y ait l'Europe. Pour qu'il y ait l'Europe, il ne faut pas qu'il y ait des antagonismes comme ça, et que mon fils va se trouver devant un Allemand de son âge, il va dire, oui, mais toi, tu as tué mes parents, c'est pas toi, mais c'est tes parents. Les Allemands, c'est des salauds, ils ont tué tous les Juifs et tout. Enfin, vous comprenez? Donc, il fallait que je suis resté très discret. Et en fait, ils en ont su beaucoup plus quand le film est sorti et quand les livres sont sortis. Donc, je n'ai dit que le strict minimum, en faisant très attention à éplucher chaque mot avant de le dire, parce qu'on peut faire beaucoup de dégâts. Un enfant, c'est un buvard. Hein. Un héritage, c'est quelque chose qui se transmet. Mais si vous ne recevez pas d'héritage, vous n'avez rien à transmettre. Je ne pouvais pas transmettre à mes enfants un judaïsme que je n'avais pas. Moi, je ne suis pas juif. Je suis, comme je le dis au cours de mes témoignages, je suis
de nationalité française, membre de la race humaine, je fais partie de l'humanité. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je... Mes enfants, ils vont peut-être un jour... On a entendu, d'ailleurs, mes deux petites filles, un jour étaient dans une école, on a parlé des deux petites youpines. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais pas transmettre quelque chose que je connais rien à la religion juive, je connais mieux la religion catholique. Je me suis dit, comment je vais m'y prendre? Parce qu'il faut quand même que je fasse quelque chose. Ben, j'ai dit, le mieux, c'est d'aller au pays des Juifs. Là, ils verront ce que c'est que des Juifs. Alors, on a décidé, ma femme et moi, de partir en Israël et que les enfants vivent dans un milieu juif et après, ils sauront ce que c'est que des Juifs. Et donc, nous sommes partis vivre dans un kibbutz. Je voulais une vie différente. En plus, c'est une société qui m'intéressait beaucoup. On est resté 2 ans. Au bout de 2 ans, on est revenu. Les enfants ils sont pas revenus juifs. C'est quelque chose qui les a pas... Ils ne sont pas concernés. J'ai une de mes filles qui, elle, elle est quand même juive parce qu'elle s'est beaucoup occupée d'organisations juives. Quand elle était en Belgique, elle était secrétaire dans une association. Donc, ses enfants ont eu une vie juive, mais qui ne les a pas trop marqués. Surtout ma petite fille, le garçon un peu plus. Mais enfin, ce n'est pas des gens, si vous voulez, qui vont à la synagogue tous les dimanches, etc. Ils savent qu'ils sont d'origine juive. Ils veulent pas, s'ils entendent des propos antisémites, ils rentrent dedans. Mais mes petits-enfants, alors, ils ne sont pas concernés du tout. Ce sont des membres de l'humanité, de nationalité française. Voilà. Ils font partie de la race humaine et de l'humanité. C'est ce que je voulais et c'est réussi. Un jour, je donnais un témoignage comme ça, et puis, vous savez, j'aime bien l'autodérision, moi. Alors, je dis, vous savez, les Juifs aiment l'argent. C'est bien connu. Alors, un petit garçon qui se lève, il doit avoir 15-16 ans. Il dit, moi, monsieur, je ne suis pas juif, mais j'aime bien l'argent aussi. Hein. Oui, c'est nécessaire des petits à côté comme ça, parce que moi, je ne veux pas créer d'émotions, je ne veux pas créer de pathos. Mais, évidemment, ce n'est pas une histoire gay. Alors, il faut des brisures comme ça. Auriez-vous une phrase à dire à tous ces jeunes? Une phrase qui revient dans toutes mes interventions dans le livre. À un moment donné de votre vie, n'acceptez pas l'inacceptable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à leur dire. C'est quand je termine avec ça, je dis, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est secondaire, c'est ça qui est le principal. N'acceptez pas l'inacceptable.